It's crazy how the second part of this hip hop segment, excuse me, of the Banaba Cameroun La Musique Camerounaise en Histoire podcast was giving East Coast West Coast beef vibes, the judgment of hip hop in our society and how everyone looked at it, and of course many first dance groups, first rap groups. First. And again, we are joined by Kotal, who's going to give us a lot more. And I am with Bonas Futio. Bonjour Eva, jolie casquette plutôt. Hein. Dans l'épisode 2 de cette série sur le hip-hop dans le podcast Banaba Cameroun, la musique camerounaise en histoire, nous avons parlé avec Crotal des premiers groupes de danse hip-hop, les préjugés de la société sur ces jeunes marginaux, de sa formation en musique assistée par ordinateur en France, de l'influence de la danse dans l'enracinement de la culture hip-hop au Cameroun, les premiers groupes de rap sur scène et en studio, les premiers gros concerts et leurs promoteurs, la hip-hop mobile de Berlin avec le Goethe Institute, les matinées de jeunes, l'argent et les rapports entre les marques et les rappeurs. Dans ce nouvel épisode de Banaba Cameroun, le podcast de la musique camerounaise en histoire, nous sommes toujours avec l'artiste légende du rap camerounais Crotal et on va se laisser mordre par ces nouvelles anecdotes. Nous aussi, on avait pris de l'âge, commencé à organiser nos trucs. Pour ceux qui savent, on a organisé des matinées de jeunes au Safari. Ça a commencé à prendre dans toute la ville où on faisait toujours passer des rappeurs, des trucs. On appartenait à des associations comme l'Interact. Du coup, on se retrouvait à Douala. Les gars de Douala venaient ici. Très souvent, un groupe comme OAN est venu rencontrer les groupes de Yaoundé sur le compte de l'Interact. On le faisait. Et l'Institut Goethe, parce que je vois comment Raphaël ne fait que me regarder. Il dit que le gars là va et qu'il ne s'amuse même pas. Donc, il y a eu un événement pour moi très important qui a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. C'est une initiative de l'Institut Goethe qui, pour moi, est une des initiatives les plus concrètes, sans insulter personne, en termes de centre culturel, de partenariat culturel, d'assistance. Ils ont fait venir ce qu'ils appelaient la hip-hop mobile de Berlin. À l'époque, l'Institut Goethe était à l'avenue Kennedy. Moi, j'avais eu des problèmes à cette période, mais mon gars, Suleiman, avait participé à la compilation. Il avait fait un titre qui s'appelait The Never Ending Story avec Lisa Rouf, la jazzwoman. Et quand j'ai pu être disponible, justement, le jour où l'Institut Goethe présentait, ils avaient laissé mes 16 mesures, on l'a fait plusieurs fois. Tous les groupes de Yaoundé étaient là. On peut dire que c'est la première compilation d'envergure qu'ait connue le Cameroun. Après, pourquoi elle n'est pas sortie, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, ils avaient déplacé tout un studio de Berlin, costaud, de bons compositeurs. On l'a fait. Tu vois, ouais. Après, 96, oui, hip-hop mobile de Berlin. 97, la tournée mondiale du groupe sénégalais Positive Black Soul, qui est dans le livre Guinness des records comme étant le groupe ayant fait le plus de dates au monde. Je crois qu'ils avaient fait 4 fois le tour du monde en 2 ans, en rappant en Wolof. Oui, donc on a la chance de faire, quand ils passent par Yaoundé et Douala, nous faisons les premières. Mm-hmm. C'est-à-dire Oumar Siviem et Magma Fusion. Sauf que derrière, ça me permet d'aller pour la première fois au Dakar Rap Festin, donc 97. C'est là que tu te connectes vraiment avec Awadi. Voilà. Voilà. C'est pour ça que les gars se demandent toujours que, mais il connaît même le gars là, comment, comme ça. Voilà. Mais c'est quoi la connexion? Je dis, non, ça vient de loin, laissez tomber. Sa mère me connaît, ses parents me connaissent. Ça vient de très loin, il faut laisser. Donc, tu as un autre événement d'envergure qui apparaît, les rencontres musicales de Yaoundé. 98, première édition. 99, deuxième édition, puis c'est mort. Comment tu ris? Faut pas rire, ils veulent Et il faut savoir que sur le plan institutionnel, je parle sous réserve du monsieur qui est assis là-bas, du côté francophone, c'est ce qui vaut au Cameroun sa posture jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en matière d'événements, on nous avait donné le même budget que le Festival des musiques métissées d'Angoulême. Oui. On était égaux. Ouais, en termes de
d'argent, d'assistance technique. Donc, c'était le jumeau de ce festival. On l'a plié en 2 ans. 2 ans. Wow. J'étais à la conférence quand on demandait le bilan et qu'aucun papier n'est sorti. On était... Et ce sont... Tu voulais que je te donne des noms Donc, très, très tôt, on a compris que parmi nous, tout le monde ne pouvait pas être promoteur. Ouais. Ça, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. On ne peut pas. Tu ne peux pas, toi seul, te battre pour les sons en studio. Le jour même où tu vas sur le premier projet, OK, on presse des cassettes. D'accord. On te dit que pour faire le mastering, tu dois aller à JPS, à Douala. Tu arrives à JPS où tu payes encore pour masteriser ce que toi-même tu as déjà masterisé. Et quand tu entres dans la pièce de mastering, la console qui est posée là, c'est la Yamaha 01V que tu as laissée dans ton studio à Yaoundé. Le même DAT qu'il a là, tu vois le DAT que tu as emmené. Il prend ton DAT pour mettre dans son DAT. Il dit que tu payes. Voilà où on en était, tu vois. Maintenant, sur les promos, parmi nous, depuis Jazz sous les manguiers, qui était initié à l'époque par M. Bertin Ketchemen. Avant ça, il a fait le Ladies in Jazz. Il a permis de découvrir beaucoup de voix camerounaises, féminines du jazz. Beaucoup. Il a arrêté, ça s'est aussi arrêté. Quelqu'un a essayé de revenir avec, c'était quoi, Masao, mais ça ne tenait pas la route. Donc, parmi les jeunes qu'ils ont recrutés, tu avais M. Junior Nkada, M. Ansembon, M. Alex Yewe, M. Dibaté. Voilà les noms qui revenaient tout le temps. Et c'est eux qui sont montés, qui assistaient toujours. Soit M. Bertin Ketchemen, soit j'oublie le nom du colonel là. Voilà, le colonel Théan. Jazz sous les manguiers, dernière édition 97, parce que le bureau, en fait, devient le bureau de machin de Yaoundé, là, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est cette équipe, donc, qui plie le truc en 2 ans. Et parce que nous, on a un incident qui marque aussi l'histoire du hip-hop. Un incident? Oui, on a un sérieux incident pendant ce festival. La deuxième édition, ils disent que oui, la première édition, on avait mis Négrissime, mais là, on a vraiment besoin de montrer à tout le monde qu'il y a vraiment du rap au Cameroun, donc on a besoin de vous tous. Mais par contre, nous exigeons que tout le monde passe avec ses propres musiques. Vous devez aller en studio parce que ça doit être propre, c'est des professionnels du monde entier, tu sais, la tchatch, là. Ouais, on dit, OK. Tu imagines, les gars qui rappent, c'est des élèves. Ouais. OK. Ils vont s'endetter, ils se battent pour aller en studio. On leur dit qu'OK, tant que les cachets sont décents, ça va aller. Mm-hmm. On a fait tout ça. Même chose, plus le concert approche, plus les cachets diminuent. Le jour du concert, on s'est retrouvé à Africa Logic, effectivement, il y avait tout le monde, MCM, RFI, machin, tout le monde. Ils étaient tous là. On demande c'était monsieur désolé hein, Alex, c'était monsieur Alex Yewe qui était en charge de ça, qui vient devant nous et qui nous dit que voilà, il faut commencer à vous apprêter pour les balances. On lui dit non, gars, nos cachets. Tous les groupes qui sont sur le festival, là, tout le monde est déjà payé. Certains jouissent même déjà de leurs hébergements. Parmi nous, il y a Bantou aussi qui est venu de Douala. Ils dorment à l'hôtel, ils font attends. Et comment? Écoutez, vraiment, honnêtement, on ne va pas se prendre la tête pour ça. On n'a pas beaucoup de temps. À la limite, on a prévu des tickets repas. Oui, Fort, c'est ça. authentique, hein? C'est fort. On reste cool. On venait d'ouvrir le commissariat du 10e. On est allé prendre un officier de police qu'on a ramené. On l'a mis discrètement de côté. On lui dit, Alex, c'est une question d'honneur. Tu vois, ça n'a rien à voir. On veut chanter.
mais symboliquement, signe un papier comme quoi tu vas nous payer nos cachets, c'est tout. Mais vous prenez pour qui, en tout cas, mais ces gars se prennent pour qui, Bantou aller sur scène. Dès qu'il a fait ça, on a dit, écoutez les gars, vous venez de Douala, il faut que vous ayez quelque chose vous arrive ici. Je me rappelle que nous sommes montés sur la scène avec DJ Billy, on a expliqué, et Achille, on a expliqué à tous les gens qui étaient venus du monde entier que vraiment, nous sommes désolés. Mais il n'y aura pas de scène hip-hop camerounaise aujourd'hui. Et même plus tard, il n'y en aura pas. Good. Parce que voilà. Et au nom de ça, nous demandons au public de partir. Tout le monde est sorti. Beautiful. Alex, à la limite, larmoyé là sur scène, je lui ai dit non, gars, nous, tu nous fais pas ça, tu peux pas. On va vous montrer, vous allez plus être nulle part. Je dis qu'il n'y a pas de problème, gars. Tu interviens où dans ce qu'on fait? Nulle part. Nulle part. Tu as pu faire, s'il y avait les John Players Sunday Rap. Parmi les gens qui nous ont aidés, il y a M. Do Collins, qui était à la BAT. Tu vois, beaucoup. Qui non seulement a créé cet espace qu'on appelait African Logic, mais a sorti du budget dans le cadre des lignes de John Player, le Gold Leaf cigarette. Il a baptisé les John Players Sunday Rap. Donc, chaque dimanche, il y avait une scène à African Logic où on rappelle. Uniquement rap. Tu vois que ça t'oblige à travailler régulièrement. Parce que si on te programme, je mets Bonas aujourd'hui. Bonas revient la semaine prochaine, il fait le même setup. 2, 3, 4. C'est le public qui va te chasser. Oui. Les gars, si c'est pour les mêmes trucs là, ne monte pas. Et c'est ça, en fait, qui nous a rendus forts. Alors, c'est important parce que quand il dit que quand l'événement approche, le cachet diminue, oui. Pour moi, le côté business, là, c'est très structuration. C'est important. Oui. Donc, ça veut dire que quand l'événement vous contacte, vous n'avez pas de contrat préalable. Non, c'est-à-dire qu'au début, on part sur un contrat, comme on dit, tacite. Ah, juste verbal. Oui. Je dis, OK, bon, voilà, grosso modo, voici ce qui va se passer. Il y a tel événement, machin, on a prévu, je vais dire une connerie, 2 millions de cachets par groupe, blablabla. Mais on part sur les autres détails. C'est toi qui valides en disant, OK, pour 2 millions, OK, ça va être chaud avec l'orchestre et tout, mais ouais, OK. On peut faire. Pourquoi pas, on peut faire. Parce qu'il va de soi que derrière, la forme contractuelle est assise. Oui. Sauf que tu es là, on fait les réunions chaque jour au bureau du festival. On fait des grands virages autour de la question des contrats. Bref. Mais est-ce qu'on peut considérer l'incident là comme quelque chose qui a peut-être eu un avant et après, c'est-à-dire un changement? Oui, bien sûr. Dans la façon d'aborder les clients. Puisque la fin du film, c'est que les gars, ils ont sonné les dos du festival. Ouais. Et que les portes ont commencé à leur être fermées. Ils avaient le seul soutien qui leur restait à l'époque, c'était le PMUC, qui leur a permis de mettre leur bureau à Omnisport. Comme ça, je sais que le PMUC avait des bureaux à Omnisport, juste avant Orca. Il y a un immeuble là. Le PMUC avait des bureaux là. Et un jour, le même Alex nous convoque, je dis bien convoqué, en disant, ouais, vous avez voulu jouer au révolutionnaire avec nous. Voilà. Maintenant, avec la coopération française et machin, on a donc dit qu'on va vous donner votre chance, comme vous croyez que vous avez un public. Comme je parle. Donc, on a pensé à un truc qu'on va appeler la nuit du rap. Entrée payante 2003, ou c'était 3000 et 5000 ou 2000 et 3000, je ne sais plus. Et voilà quoi. Ce sera uniquement vous sur scène. Les groupes auront, bon, on va dire le taxi. Très, très méprisant. Sauf que ce jour-là, il y a eu 5000 personnes. Les gens étaient jusque dans les manguiers. There you go. Oui, non, c'est pas des histoires que les gens étaient... tout le monde était comme ça. On a dit que, ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Et à partir de ce moment, au niveau des institutions étrangères, même la vision a commencé. Les gars ont dit que, waouh. Parce que vis-à-vis des autres, les musiciens, nos musiques locales, nos musiques patrimoniales, eux, ils nous prenaient pour des sous-musiciens.
Bon, quand tu commences tu as méprisé tellement, en fait, ils ont créé ce que j'appelle un monstre. Tu vois, tu nourris un truc de mépris, de condescendance. Sauf que le truc que tu fais là, il a déjà un public de 5000 personnes qui paient. Toi, tu peux faire 5000 personnes, tu es sûr. Cameroun est jeune, oh. Et eux-mêmes, dans le truc qu'ils développent là, ils commencent à s'asseoir à fond parce que je te passe le principe. Au début, je t'ai dit, on est très américain, très français. On n'y peut rien, le Cameroun est bilingue. Il faut que les gens le comprennent bien. On n'y peut rien. Même en termes de business, on n'y peut rien. Le Cameroun est bilingue. Par conséquent, le seul truc qui nous reste pour démontrer aux gens que nous sommes Camerounais, c'est qu'on a 280 ethnies. Ouais. Donc, on a 280 façons de mélanger la musique, penser la musique, la comprendre. En fait, c'est 280 puissance 280. Ouais. Et nous, déjà, à l'époque, on est sur un truc où on dit, OK, je suis au Cameroun. Je fais comment? Quand je rappe comme un gars de la banlieue française. Il n'y a pas de pète. Je rappe même le slang de New York, un peu de slang de LA. Il n'y a pas de problème. Comment je peux faire? Bon, il y a notre argot. Il y a notre pidgin. Il y a nos instruments qu'on ne met pas dans les trucs là. Je pense que si on va vers cette direction, on peut commencer à emmener ce qu'on appelle le rap camerounais. Quand on a dit ça, tous nos amis, oh, ils sont fous. Oh, ils sont machin. Mais ça, c'est de la folie, ça. Machin, ta musique, tu dois pouvoir aller à l'étranger. Parce que c'était ce qu'on se disait. Il fallait d'abord aller à l'étranger. Et puis, ta musique revenait par les ondes. Pour que tu sois crédible. Voilà. Pour que tu sois crédible, on dit que non, c'est un gars qui l'a enregistré en bang. Même bon. Et nous, on allait à l'encontre de tout ça. Parce qu'on avait constaté que toutes les icônes de la musique africaine, aucune ne résidait à l'étranger. Sundo vivait à Dakar, Salif Keita vit chez lui, tout le monde est chez lui. Même s'il a un pied à terre, il fait ce qu'il a à faire. Il est chez lui, mais où est Abidjan? Il n'est pas ailleurs. Donc, tu commences à dire que bon, si en restant chez toi, au-delà de faire des spectacles chez toi, tu peux intégrer les scènes institutionnelles, aller chanter, rapper sur les mêmes scènes que les stars que tu adules, mais en restant chez toi. C'était ça notre ligne. La ligne, c'était de dire que je m'en fous de rapper en argot. Parce que je veux dire, quand Booba ou je sais pas qui là, rappe son argot de Paris, pourquoi tu fais l'effort de comprendre ce qu'il dit? Quand 50 Cent vous fait It's your birthday, we're gonna like... Tu es sûr que tout le monde comprend ce qu'il dit? Non. Pourquoi vous aimez ça? Et pourquoi quand moi je vais dire que l'argot, machin, tout ça, ça devrait poser un problème? Pourquoi? Il faut comprendre qu'on était vraiment, mais c'était... Techniquement, en matière d'industrie, on était complètement fous. Donc en fait, on peut considérer qui comme le premier à avoir intégré ces codes locaux dans le rap? Tu as les autres qui avaient un concept pas mal. Oumar Siviem. Après, ça partait très souvent dans tous les sens, mais ils avaient un concept pas mal. Les urbains villageois. C'était pas mal. Tu as des groupes comme Bantou Possi, mais c'était plus pop, on va dire. Mais ici, le premier album qu'on a sorti, mais vraiment, où tout le monde y a mis du sien, avec les tripes, c'était Négrissime. Appelle ta grand-mère, tout était dedans. 95, 96. 99. 99. On a fait la conférence de presse, on avait les larmes aux yeux. Parce qu'on se sentait vraiment... Les yo-yo dérangent trop même. Les yo-yo dérangent, tu vois, non? On était à fond dedans. Ma vie est comme Yaoundé, fête de haut et des bas. Ma vie, comme Yaoundé et ses bars. Ma vie, quand tu montes pas, tu descends, c'est comme Vorada. Ça, on était 99. Tu vois? Mamie Yango, donne-moi beignet haricot. Le taxi. C'était vraiment du rap camerounais. C'est-à-dire, tu m'éplais. Si tu tournes la tête comme ça, tu dis que non, ce sont les gens de chez moi ici. C'était ça. Donc avant, il y avait l'arrivée du rap au Cameroun. Là, il y avait l'arrivée du rap camerounais. Parce qu'on avait ce problème.
Et derrière, le projet le plus... À partir du moment que j'ai fait ça avec Négrissime, quand il a fallu travailler sur le projet de Tom Sefa Racine, on est alors allé totalement dans le délire. C'est-à-dire, c'était vraiment de l'analyse. On avait déjà mûri, que ce soit en composition, en truc. J'étais déjà en train de dire que, bon, quand j'écoute les raps américains, ils s'inspirent beaucoup de samples de chez eux. Ils plient leur patrimoine dans tous les sens, chaque année. Je ne sais même pas comment ça ne finit pas. Tellement ils puisent dedans, c'est énorme. Alors nous, pourquoi on ne le ferait pas? Tu vois? Et ça te donne sur Racine, tu vois, Dolo, dolo, banana, la qui semba, lui fait allô, allô, mon frère. Yaoundé, les cellulaires se dégainent comme au Far West. Po, po. Quand on a fait ce titre, les grands-mères dansaient dessus, les grands-pères, les oncles, tout le monde. Oui, on fait la première partie, je crois, de Pete. Là, que part du cinéma, le Capitole, pour après le collège de la retraite là-bas. On n'a même pas pu mettre tout le monde dedans. Est-ce qu'on peut considérer Allô, allô, justement, de Racine comme le premier gros succès du rap camerounais? On peut. Cet album a eu un impact tel que... Il y a des gars qui sont encore emprisonnés dedans jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était le truc. Et il fallait un groupe, justement, comme Accent Grave à côté de ça. C'est pour ça que derrière, nous avons produit Accent Grave. Pour faire du rap hardcore, en fait, mais à la camerounaise. Tu vois, c'est-à-dire que, OK, vous avez Racine, on travaillait beaucoup sur les balafons, les machins. Oui, d'accord. Mais Accent Grave, c'était la même main qui était à la prod, mais sur des codes très, très hip-hop. Tu vois, où j'ai travaillé beaucoup sur des samples pygmées, des samples de Bob Marley, des Gladiators, où je remettais du balafon par-dessus, du mvet, des trucs comme ça, et ça t'a donné fais quoi, rien ni personne ne pourra changer ça, fais quoi, c'est hip-hop forever, gars, fais quoi. Ça, c'était hardcore, rap. Et derrière, je commence à penser, pas que je commence à penser, les gens ne savent pas que quand on veut sortir Accent Grave, Louis me dit, mais toi-même, ton truc que tu travailles depuis là, on fait comment? Je lui dis, non, je suis pas prêt, il faut d'abord sortir les petits, c'est mieux. Et même principe, moi, je travaille, alors je dois tout changer. Bien sûr. Parce qu'ayant travaillé sur la plupart de ces projets, tout le monde me connaît, je suis très, très hardcore, je suis... Waouh! Et je vais sur un album, en fait, conceptuel, où je change jusqu'à mon identité, je change de nom, je coupe. Je ne veux pas que les gens viennent écouter parce que c'est Polo ou Pio. Non, c'est Crotal. Et le titre de mon album, il est simple, c'est Vert ou Jaune. Pourquoi Vert ou Jaune? Parce que c'est le contenu de tout ce que je défends et tout ce en quoi j'ai foi. C'est-à-dire que, quelle que soit la position du Cameroun, quel que soit ce qu'on y vit, il n'y a pas un endroit sur Terre où je me vois en train de vivre en dehors du Cameroun. C'est une position bien précise et bien claire. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai des œillères. Non. Tu es même très mal placé pour me dire ce qui se passe ici. Okay. Mais comprends que même si ça se renverse, on sera seulement là. Donc, c'est un album loin du discours clivant de 93. Voilà. Rage. Elle est là, mais il y a la vieillesse et la maturité qui sont déjà là. Où, voilà, quand je fais le titre Vert ou Jaune, tu comprends bien, je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien de toi que je suis pétri. C'est-à-dire que, gars, on monte ton dessin à la fin de la journée, type, je suis Camerounais. Il y a le changement avec la musique, tu reprends des bases. Voilà. Moni Bilé, par exemple, sur la base de Jamais. Je vais lier un peu cet esprit-là à ce que vous avez dit un peu plus tôt
par rapport aux artistes ou bien les rappeurs qui ont rappé sur des problèmes, on va dire, sociopolitiques, qui ont eu des problèmes et tout, j'aimerais savoir le premier groupe du rap qui s'exprime au fait sur ces sujets-là, donc sur sociopolitique et l'effet que ça a eu aussi sur les rappeurs. À l'époque, je vais te dire, avant 90, là, quand les Joby font leur truc, là, les gens s'en foutent en fait. Quand on est en boîte, que le gars te démarre un comparatif entre ici, le chat d'Iran, non, les gars étaient perchés, ils étaient vraiment... Tu écoutes, sauf que la musique sur laquelle il fait, c'est yo, sir, la version que NWA avait sur le beat, le gars te fait un truc mais énorme, hyper conscient, mais en réalité, les gens, c'est la vibe. Tant qu'il peut faire ses pas de danse, passer la jambe au-dessus, faire ses trucs, toi, tu bavardes là. Maintenant, tu as d'autres aînés leaders publics, qui sont venus, qui montaient sur scène avec des pages de journaux, des trucs. Tout ça, c'était le show. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Non, bon, l'État, c'était comme ça. Tourne ton film. Donc la police arrive à partir de quel moment? 93, 94, de toute façon, on vient de traverser les villes mortes. John Frungissa chauffe. Donc, que tu vois un groupe qui te dise que power, le pouvoir, et quand ils font power, tu as toute la foule qui fait power. Hey, les gars des renseignements, ils disent que type ça, c'est pas bon. Tu vois, même si après, je pense que tout le monde a grandi. Aujourd'hui, tu ferais ça, les gens s'en foutent. Mais est-ce que c'était juste le réflexe du rappeur qui chronique ce qu'il voit, ou alors il y a eu aussi Merci de dire ce que tu dis. Des vécus particuliers de la part des artistes eux-mêmes. Genre, il y a la dévaluation, il y a la qualité de vie qui... Mais c'est tout ça qui t'interpelle. Sinon, tu n'es pas un artiste. Pour moi, c'est que tu n'es pas un artiste. Le rap, tu es un haut-parleur. Tu transcris en fait ce que tu vois. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est quand les gars arrivent avec des discours du genre « Oui, mais tu passes ton temps à critiquer, tu proposes quelle solution? Attends, faites attention, chacun fait son boulot. » Oui. Moi, je t'ai dit ce qui ne va pas. Maintenant, ce que tu attends de moi, là, que ceux qui clament haut et fort chaque jour qu'ils en ont l'intellect qui règle le problème. Sinon, je vais décrire jusqu'à ce qu'ils me tuent. C'est pour ça qu'à plusieurs interviews, j'ai dit que le jour où je n'aurai plus rien à dire, je vais arrêter de rapper. C'est tout. Même pas pour le fun. Le jour où je n'aurai plus rien à dire, je vais arrêter. C'est tout. Chacun prend sa direction. C'est-à-dire, tu as des gars qui sont là, ouais, pour comment tu appelles, la forme. C'est joli quand tu entends... Ouais, c'est de la forme. Dedans, c'est du vent qui souffle. C'est... Pour moi, le rap, tu dois dire des choses. C'est mon avis personnel. Je produis des gars qui sont tout aussi vides, parfois. Ça, c'est le business. Maintenant, les femmes émergent à partir de quel moment? Écoute. Rappeuses ou chanteuses R&B? Les femmes ont des problèmes de femmes. On a eu beaucoup de rappeuses, talentueuses. Tu as toute la famille, comment tu appelles la famille est aimée là. Comme Slek trace la route. C'est sa grande sœur ou sa petite sœur, Vincent? Vincent, toutes ses sœurs rappent. Mais terriblement, c'est-à-dire que c'est une famille, tu regardes les filles là comme ça, la première qui, comme on dit, tu n'avais pas à dire une rappeuse, c'était un putain de rappeur, c'était Slek trace la route, super fort. Et tu vois sa petite sœur aujourd'hui, vas-y, tu tapes Vincent, comme 50 Cent, tu tapes Vincent, tu vas voir, elle est
Justement, les gars qui parlent constamment du rap français et du rêve français. Tous les gars qui sont partis d'ici en disant qu'ils allaient percer en Beng, ils sont où? Donc sa grande sœur arrive autour de quelle année? Slek, elle a des, je crois, 94, hein, je ne vais pas dire de conneries. 94. Oui, elle est là, vraiment forte. Lady B, 96, 97. OK, 2000. 2000. 2000. Et Solbi? Oh, Solbi, tu es en 89. Cory, on est en 89. Elles sont là. C'est des MC, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Cory et Solbi, elles sont là. Quand tu dis rap féminin, c'est elles que tu vois. Oui. Maintenant, R&B, nous, à l'époque, le label qu'on crée avec Monsieur Louis Tsungi, c'est Mapan Records. On fait nos premiers enregistrements de Caméra Connexion, justement, en 99. Et on a une pépinière de 5 filles. Tu as Daniel Eyok, tu as Elise Ngiamba, tu as Renata, qui est centrafricaine, tu as une Gabonaise et une Congolaise. Chacune dépose des titres R&B que si je te fais écouter ça jusqu'à aujourd'hui, je te dis qu'on faisait ça en 99, tu vas dire non. Attention. Programmateur, bon, en tout cas, ou MAO. Je veux dire que ceux qui vont commencer à permettre aux kickers de laisser les faces B américains pour produire quelque chose. Le problème est plus complexe parce que les groupes allaient en fait en studio. Et les ingés sont compositeurs des studios, se sont adaptés. À Douala, quand on travaillait avec Négrissime, il y avait DJ Mice, que je connais. Il faisait de super programmation. Tu avais, pour parler de Douala, je crois que Tokoela, lui-même, il peut citer. Mais de Douala, celui que je connais sur Doul, c'était DJ Mice. Voilà. Et tu avais, DJ René Cool, super beatmaker. À l'époque, Joe, il s'appelait Psych. Ici, en dehors de moi, tu as Stacy, l'état d'urgence. Tu as, on est nombreux, hein, DJ Bilic, et beatmaker aussi. Tu as, comment je peux oublier son nom? Oh. Shy FX, tu as, voilà, c'est son... Mr. Ndongo Beats, yeah. Donc, Monsieur Ndongo, à partir de quelle année? Non, il est là depuis 2000. Hein. Il est là depuis Stress. Tu as DJ Panebo. Oui. Ouais, je suis ma panne quand même. Tu as DJ Panebo, tu as des beatmakers quand même, tu en as. Et des gars calés, des gars vraiment forts. Quelle chanson ou quel artiste a vraiment apporté, a eu un effet avec du merchandising de ce genre? Merchandising, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gars nous ont abordés pendant longtemps. Oui, Gabi, comme tu as ton concert là, vraiment, j'aimerais que tu portes mon t-shirt. Mais sans rien derrière. On mettait la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire le gars lui-même n'a pas un réel business plan dans ce qu'il fait. Il sait très bien que le fait que les gens te voient avec ces trucs, ça va générer des questionnements. Mais au-delà... Est-ce que pourra tenir? Il n'est pas dans l'industrialisme. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une énergie qui est là. Mais il n'y a rien derrière. Voilà, il n'y a rien derrière. Tu ne peux pas lui demander de te faire une évaluation de marché, des trucs comme ça. Parlons de design. J'aimerais savoir, dans l'esprit du hip-hop movement, tout ça, la première personne, au fait, qui est connue pour faire du graffiti. Tu vas encore m'amener dans d'autres choses. Je ne sais pas qui est la première personne, mais moi, je peux te dire que je suis un graffeur et que j'ai donné des cours à l'école française pendant 2 ans, 3 ans. Mes fresques ont été exposées là-bas. Bon, après, si tu veux, je suis peintre-dessinateur aussi. Oui, donc je touche beaucoup de choses.
Mais ce côté-là, je l'ai mis volontairement de côté après, je crois, 2000. J'ai arrêté. Peut-être je reprendrai ça plus tard, mais pour l'instant, là, je ne dessine plus. Ce sont mes enfants qui dessinent. Donc, j'ai fait des ateliers dans certains établissements de graffiti, de formation, des trucs comme ça. Apprendre aux gars à choisir les bonnes bombes à peinture, apprendre à tricher en achetant à côté de ça du desktop pour nettoyer les fours parce que la tête des desktops donne des traits de telle largeur, la tête du baygon que tu vois là, ça donne des traits de telle largeur. Quand tu utilises ça, le trait est extrêmement fin, c'est... Voilà. Mhm. Donc, il y avait personne qui s'est vraiment placé dans le milieu. Non, il y avait des gars. Après ça, tu avais un rappeur de Douala très, très fort aussi, qu'on appelait Méli Mélo. Ah ouais. Super graffeur, dessinateur de... Mhm. Mais je pense qu'il était focus sur son départ du Cameroun. La seule chose qui l'obnubilait, c'est comment il va faire pour partir. Alors, est-ce que la première compile de rap va être du fond des égouts de Benjo Style? Si tu me donnes l'année, je vais te répondre. La référence que j'ai, c'est 99-2000. Compile? Oui, c'est que c'est ça. Parce que nous, on travaille sur Caméra Connexion en 99, mais on ne sortira Caméra Connexion qu'en 2004. Tu vois? Donc, effectivement... Et je crois qu'il y a eu d'autres compiles, non? Il y a eu Axelour qui avait fait un... Il y a eu d'autres compiles après. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de compiles après. Non, mais même à Doul, on faisait déjà beaucoup de compiles. On faisait déjà beaucoup de compiles. J'ai une autre question. Quand on regarde un peu le rap camerounais pendant cette période-là, on voit que c'était beaucoup de travail en collectif, quoi, si on veut. Oui, non, alors... Alors, oui, effectivement. En collectif, et je me dis que c'est ça, au fait, qui a vraiment été la force de ce mouvement. Est-ce que ça a continué bien après, disons, quand on entre un peu dans les 2000, ou bien ça a changé? Tu sais, je pense que la force des collectivités, j'aime pas l'expression leader. Si tu dis leader, on n'est plus vraiment une collectivité en mouvement. Tu vois, non? On est en mouvement autour d'un. Or, on est tous en mouvement. Maintenant, c'est ceux qui auront la capacité, je crois, d'encaisser les coups le plus longtemps en gardant la notion de collectivité qui pourront maintenir la collectivité effective. Le jour où ceux-là diront « Ok, on en a un peu ras-le-bol, gars. Tara, si tu peux aussi encaisser un peu go. » En général, la collectivité disparaît. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à un moment. Et les gens aiment bien avoir des souffres-douleurs, des exutoires comme ça, là, tu vois. Un gars aura vite fait d'oublier que, voilà, tu allais le prendre au quad. Merci Eva et merci à nos auditeurs d'avoir écouté la troisième partie de cette série avec Crotal sur le hip-hop et les musiques urbaines des années 80, 90, 2000. Rendez-vous dans la partie 4, disponible sur toutes les plateformes digitales de podcast et sur la base du travail du chercheur allemand Joachim Hölzner de Regretter Mémoire. Le podcast Banaba Cameroun, la musique camerounaise en histoire, c'est une production de l'Institut Goethe du Cameroun.